Bonjour et bienvenue dans ce bilan culturel du mois de septembre 2024. Pour information, à la fin de l'été, donc fin août, début septembre, je me suis mise au défi de lire tous les tomes des Harry Potter avant la fin de l'année, donc avant le 31 décembre. Je n'ai jamais lu les Harry Potter et je les ai en anglais. Donc c'est quand même un petit défi parce que je travaille, que j'ai pas tant de temps libre que ça, et que en anglais je lis beaucoup moins vite que je peux lire en français, même si Harry Potter c'est pas non plus de la littérature complexe, puisque c'est quand même, surtout sur les premiers tomes, plutôt jeunesse. Donc là j'en suis aux 2/3 à peu près du tome 4, donc j'ai lu les 3 premiers tomes de Harry Potter. Donc ça fait partie de mon bilan de septembre, mais je crois que je vais pas trop m'épancher sur mon avancée Harry Potter. Peut-être que j'en ferai un bilan un peu général de la lecture et la découverte initiale de cet univers. Bref. Donc, mis à part Harry Potter, en septembre, j'ai vu Tatami, qui est un film de Zahar Amir Ebrahimi et Guy Natif. C'est un film qui raconte l'histoire de 2 femmes, une athlète judokate et sa coach iranienne, toutes les deux, en compétition internationale de judo. Voilà, ça c'est le plot de base. Évidemment, il y a des choses qui vont tourner un petit peu mal, qui vont pas se passer comme prévu. Ça nous rappelle à quel point le sport est hautement politique, malgré tout ce qu'on peut vouloir en dire, vouloir défendre, vouloir contredire. C'est un film que j'ai trouvé exceptionnel. Déjà, il est d'une grande beauté, c'est un film qui est en noir et blanc, mais que j'ai trouvé très beau. Les scènes de combat, parce que le sport est vraiment au centre du film, les scènes de combat, de sport sont extrêmement bien filmées, à mon sens. Après, je connais pas le judo, donc peut-être que c'est n'importe quoi, mais en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment très bien filmé. Les 2 actrices principales portent merveilleusement bien les rôles, elles sont tout à fait exceptionnelles. Ce que nous dit le film du sport, de la politique, de la place des femmes en Iran, de l'Iran, c'est d'une importance capitale, et le rythme du film est tout à fait sublime. En fait, j'ai jamais été aussi en tension et tenue en haleine dans un film, vraiment, et j'ai eu les larmes aux yeux de genre la 4e minute, la scène où la caméra navigue dans le car, pour celles et ceux d'entre vous qui l'ont vu ou qui le verront. De cette scène jusqu'à la fin, j'ai eu les larmes aux yeux, et au moment où j'ai pleuré, et j'étais vraiment dans une émotion hyper intense du début à la fin, et ça pour moi c'est quand même symptomatique d'un film qui a été très bien écrit, très bien mis en œuvre, très bien pensé en termes de rythme, de tension, de musique, de personnages, de plans, un chef-d'œuvre. Vraiment, Tatami, un chef-d'œuvre. C'est drôle parce que j'ai vu Challengers cette année qui m'a absolument bluffé également, et je suis pas du tout habituée à voir des films autour du sport. Et là, je vois Tatami judo, et alors c'est dans 2 registres complètement différents, mais du coup, je crois que j'ai un nouveau film de sport préféré. Et c'est Tatami, c'est un chef-d'œuvre à voir absolument. Ensuite, j'ai vu Beetlejuice, du coup la suite que Tim Burton a fait 40 ans, 35 ans, je ne sais plus combien d'années plus tard, à son premier film Beetlejuice, que j'avais vu le mois dernier, que je n'avais pas trop aimé. Beetlejuice, je l'ai trouvé sans intérêt. Heureusement qu'il était court parce que je l'ai déjà trouvé long. J'ai pas du tout accroché. En fait, j'avais pas accroché à l'univers et au personnage de Beetlejuice dès le premier film, donc forcément le deuxième, j'ai pas été plus convaincue. Le casting est génial et c'est assez satisfaisant parce que c'est des actrices. Enfin, Winona Ryder, j'étais trop contente de la revoir. Jenna Ortega, je l'aime trop. Monica Bellucci, elle sert à rien, mais elle est génialissime. Mais franchement, heureusement qu'il y a un casting vraiment chouette parce que sinon le film, je l'ai trouvé sans grand intérêt. Ensuite, j'ai vu Dahomey, qui est le dernier documentaire de Mati Diop, qui suit 29 œuvres que la France, à travers le musée du Quai Branly, a restituées à ce qui est maintenant l'état du Bénin. Ça pose la question de la restitution des œuvres pillées, ça pose la question de 90% des collections des musées français qui sont composées d'œuvres, d'objets en fait, volés, pillés, par l'état colonial français. Et donc là on suit ces œuvres qui ont été restituées en 2021 à l'état du Bénin, et en fait on a leur préparation au musée du Quai Branly, mais le plus gros du documentaire se passe vraiment au Bénin et à l'arrivée des œuvres. Mati Diop a fait le choix de faire parler une des œuvres, des objets, des statues restituées, et je trouve que ça donne quelque chose de poétique qui est plutôt bien réussi. En fait, je trouve que le documentaire il est très équilibré entre une narration, une poésie et le caractère documentaire.
Et ça nous donne vraiment à entendre, en fait il y a tout un gros moment du documentaire où c'est un débat dans une université sur le retour de ces objets au Bénin. Et ça nous donne vraiment à entendre une diversité de points de vue sur la question de la restitution, sur qu'est-ce qu'on fait de ces objets maintenant qu'ils sont arrivés. Et je trouve que c'est assez intéressant. Moi j'avoue que vu que c'est une thématique qui m'anime et qui me questionne vraiment, qui m'intéresse beaucoup, j'aurais voulu en voir plus, j'aurais voulu en entendre plus. Après, je trouve quand même que le format du film est plutôt bien équilibré et n'est pas trop lourd et indigeste pour quelqu'un qui découvrirait complètement la question. Mais moi, à mon endroit, j'aurais voulu en avoir un peu plus. Et en fait, je voudrais vraiment avoir les rushs de l'ensemble des débats parce que c'est absolument passionnant d'entendre ces jeunes gens béninois, béninoises débattre et discuter de ces questions. Parce que nous, c'est... Moi, la question de la restitution des œuvres, je la vis depuis la France. Et donc, à chaque fois qu'on y réfléchit et que j'entends des questions, des réflexions, etc., c'est plutôt du côté de l'Occident. Et donc, c'est hyper important d'avoir aussi cette parole-là et la diversité de points de vue, d'opinions sur cette question aussi au Bénin, tout comme ici, ça pose question, ça fait débat. Donc voilà, c'est un film que j'ai trouvé vraiment réussi. Je crois qu'il m'a quand même manqué quelque chose, mais je sais pas si c'est... Je saurais pas dire quoi. Mais j'ai l'impression qu'il m'a quand même manqué quelque chose pour me dire que waouh, c'est un documentaire absolument exceptionnel. Mais c'est quand même très très réussi et je ne saurais dire ce qui m'a manqué. Donc bon, peut-être qu'il ne manque rien, je ne sais pas. En tout cas, oui, peut-être pour moi un peu plus de matière à débat et à discussion. En tout cas, j'ai entendu des choses très belles, très poignantes, très intéressantes qui, moi, me restent vraiment à l'esprit et me permettent de réfléchir aussi plus largement au-delà de la question des objets, à la question évidemment du décolonialisme aujourd'hui, encore en 2024, quoi. J'ai lu le Scum Manifesto des éditions Mille et une nuits. Je précise les éditions parce que ça a son importance. Le Scum Manifesto, c'est un manifeste qui a été écrit par Valérie Solanas aux États-Unis en 1967. C'est un manifeste coup de poing absolument révolutionnaire en son temps, dans lequel elle expose son plan d'attaque, sa stratégie pour en gros éliminer les hommes et faire en sorte que les femmes prennent enfin la place qui leur est due dans la société, c'est-à-dire la première place, la place centrale, et qu'en fait on n'a pas du tout besoin des hommes dans cette société. Et que la stratégie serait donc de les éliminer. En gros, c'est beaucoup plus nuancé, pas vraiment parce que c'est quand même très radical, mais le propos est beaucoup plus complexe et intéressant que ce que je dis là. En tout cas, le Scum Manifesto, je l'ai trouvé très intéressant, c'est un objet vraiment curieux, et en fait, à certains égards, je l'ai trouvé risible. Et ensuite, je m'en suis voulu de l'avoir trouvé risible, parce que, et c'est pour ça que je souligne l'importance de cette édition, la postface a été écrite par Lorraine Bastide. Et dans cette postface, Lorraine Bastide nous donne un certain nombre d'éléments qui permettent de contextualiser l'écriture de ce manuscrit, mais aussi la vie de Valérie Solanas, qui était cette femme. Et surtout, Lorraine Bastide nous rappelle qu'en fait, oui, ok, personne n'a jamais pris ce manifeste au sérieux, tout le monde l'a toujours trouvé risible, mais en fait, la radicalité dans la lutte, ça n'a rien de risible, et c'est quelque chose à prendre hautement au sérieux. Parce que de dire oui mais le féminisme n'a jamais tué personne, blablabla, oui d'accord c'est vrai, mais en attendant l'état patriarcal tue des femmes tous les jours. Et c'est l'état patriarcal, la société patriarcale. Et c'est hyper intéressant de lire Lorraine Bastide dans la postface qui est très très éclairante sur l'écrit et globalement sur le contexte de publication aussi de cet écrit. Et Lorraine Bastide qui nous dit voilà, moi on me demande à moi d'écrire cette postface. Je le fais, celui qui l'a fait avant moi c'était une ordure, enfin la dernière personne qui a écrit la postface était un homme tout à fait odieux. On me demande à moi de l'écrire parce que je suis une féministe plutôt mainstream, que je suis modérée, que j'essaye de réconcilier les radicales avec les modérés et que je passe bien, que je suis blanche, que voilà. En revanche, on aura vraiment avancé quand le Scum Manifesto sera postfacé par des travailleuses du sexe, par des femmes vraiment concernées et qui partagent une histoire commune avec Valérie Solanas. Et c'est hyper intéressant, c'est hyper éclairant, donc d'où l'importance de lire particulièrement cette édition. Parce que la postface est vraiment super, et en tout cas ça a été une lecture coup de poing pour moi, déjà dans la lecture du manifeste, même si, comme je le disais, à des égards j'étais un peu genre, n'exagère pas quand même, mais en fait si, exagère, et ça me pose vraiment question, la question de la radicalité, en fait, dans la lutte. Mais j'ai vu d'autres livres hyper intéressants sur la question de la radicalité
dans le féminisme que j'explorerai peut-être cette année ou l'année prochaine. Ensuite j'ai vu Les graines du figuier sauvage que j'attendais vraiment beaucoup, qui a eu le prix du jury, il me semble, au festival de Cannes. Les graines du figuier sauvage, je l'ai trouvé réussi et raté à la fois. En fait, ça nous parle des révoltes en Iran, au prisme du microcosme de la famille, avec un père qui vient d'être nommé juge d'instruction du tribunal révolutionnaire, et 2 filles, ados, jeunes adultes, et leur mère. Et donc dans ce microcosme familial, on voit comment est-ce que ces révoltes et tout le débat et toutes les discussions et toute la violence des révoltes se jouent aussi dans le microcosme de la famille, avec des jeunes filles qui, elles, prônent la liberté, soutiennent ces femmes dans la rue, qui luttent pour leurs droits et pour leur liberté, et leur père qui, au contraire, tous les jours signe des arrêtés de condamnation à mort pour ces révolutionnaires, à l'encontre en tout cas de ces révolutionnaires, et comment est-ce que dans le tissu familial, cette lutte-là se joue. J'ai trouvé les personnages extrêmement bien écrits, et à certains égards ça en devient rageant tellement c'est bien écrit, parce que t'as envie de les secouer, la mère et la servitude qu'elle a à l'encontre de son mari et de ses filles, et t'as envie de la secouer, elle m'énerve tellement, elle est au service d'eux. Mais tout est extrêmement bien écrit, les filles sont très bien, enfin les 2 fils du foyer sont très bien écrits, le père est très bien écrit, c'est vraiment très juste à cet endroit. Ce que nous raconte le film, ce qu'il nous dit, ce qu'il porte est d'une importance capitale, et en ça c'est un film à défendre et que je continuerai de défendre. En revanche, j'ai trouvé que dans le rythme, dans l'écriture globale du film, dans le rythme, dans le déroulé, il est assez mal mis en œuvre. En fait, je l'ai trouvé long. Il y a des scènes où la longueur se justifie, où la longueur est absolument nécessaire et où elle est vraiment très juste. Mais la plupart du temps, c'est juste étendre pour étendre pour étendre, et j'ai trouvé que c'était pas hyper bien mis en œuvre, et je trouve ça un peu dommage parce que c'est un film qui typiquement à mon endroit pourrait être de l'ordre du chef-d'œuvre s'il était dans la forme cinématographiquement exceptionnelle également. Et c'est pour ça que ça me frustre un peu, parce que dans le fond il est absolument exceptionnel, les personnages encore une fois sont très justes, l'axe, l'angle d'attaque du film est incroyable, ce que ça nous dit c'est vraiment chouette, mais dans la forme je suis pas du tout convaincue. Il y a des belles images parce qu'il y a de très beaux endroits qui sont filmés, c'est un film qui a été en partie filmé clandestinement en Iran, mais sinon l'image, à part les belles images parce que de beaux endroits, l'image n'a rien de particulièrement prenant, scotchant pour moi, et le rythme est pas réussi, la mise en œuvre du film est pas très réussie, et c'est ça qui me frustre et que je trouve très dommage. Mais ça reste un film très important, relativement réussi, et qu'il faut voir à tout prix, parce que ce qu'il nous raconte, le fait que je ne l'ai pas trouvé de l'ordre du chef-d'œuvre dans la forme n'enlève en rien l'importance de ce que nous raconte ce film. Et enfin, j'ai fini le mois de septembre avec mon retour au spectacle vivant. Je suis allée voir Valse à Newton de la compagnie Le Grand Jeté. C'est un spectacle de danse, cirque, acrobatie qui se passe sur une énorme structure métallique jaune qui est en fait un pendule de Newton gigantesque. Le pendule de Newton, c'est cette petite chose avec les 5 boules suspendues, où quand on en prend une, il y en a une qui part de l'autre côté, quand on en prend 3, il y en a 3 qui partent de l'autre côté, tout ça. Enfin, c'est quelque chose que Newton a conçu sur la notion de gravité, de poids ou que sais-je. Déjà, leur pendule de Newton dans la pièce, il n'était pas exact. Ça s'entrechoquait à chaque fois quand ça bougeait, donc ça m'a un peu frustrée. Mais à part ça, j'ai trouvé le spectacle plutôt chouette. Il y avait pas mal de familles et d'enfants qui ont été assez convaincus, en tout cas pris dans le spectacle. Et quand les enfants de 4-5 ans sont captifs, ça dit quand même beaucoup d'une proposition artistique. Mais à mon endroit d'adulte, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. En fait, je trouve qu'il a beaucoup de potentiel. Cette structure, elle a beaucoup de potentiel, mais elle n'est pas forcément exploitée au maximum de son potentiel, je sais pas trop. Et il y a 3 interprètes, 2 hommes, une femme, des acrobates, danseuses, qui sont relativement bons et bonnes. Moi j'ai pas trouvé, je les ai trouvés bons et bonnes dans leur technique, mais dans l'interprétation des mouvements, dans l'interprétation, j'ai pas trouvé ça très juste, et du coup ça m'a un peu gâché le spectacle. C'est limite si à chaque mouvement on sentait pas les élans de
Et on y va, et j'ai trouvé que dans l'interprétation ça manquait de quelque chose, et du coup ça tient aussi, enfin pour être bonne interprète, il faut avoir quelque chose à interpréter. Donc effectivement je sais pas trop ce que ça me raconte ce spectacle, et je trouve que l'écriture chorégraphique, quand il y a ce qui est de l'ordre de l'acrobatie sur les... et de la grée en fait de cette structure, et il y a des petits moments chorégraphiés, j'ai pas trouvé ça exceptionnel non plus, donc c'est un film qui dans l'ensemble, un spectacle qui dans l'ensemble fonctionne très bien, que si je voyais, je pense, d'un regard extérieur non critique, je trouverais vraiment chouette, parce que la structure est assez impressionnante, que les interprètes sont bons et bonnes, mais à mon endroit un peu plus d'analyse, de critique, j'ai pas été convaincue. J'ai pas été convaincue, mais je suis contente quand même de l'avoir vu, parce que j'avais vu pas mal d'images de ce spectacle passer, et c'est vrai que ça attire quand même l'œil, cette énorme structure qui est jaune. Les danseurs et danseuses, les interprètes sont en combi jaune aussi. Donc voilà, ça pose quelque chose, et c'est aussi que normalement c'est un spectacle qui se joue dans l'espace public, enfin en tout cas qui peut se jouer dans l'espace public, qui a été pensé plutôt pour l'extérieur, et que j'ai vu là en intérieur. Donc les lumières étaient assez moches, ce qui est normal parce que c'était une solution de repli, puisqu'il pleuvait. Mais du coup je pense que ça perd aussi un peu de sa superbe et de sa poésie quand c'est mis dans un espace intérieur avec des lumières moches, alors que le caractère poétique pourrait être vraiment décuplé par un cadre aussi. Euh, voilà.